Vous applaudirez après si vous êtes content. Alors, je montre déjà cette image-là parce que ce sera la seule que je vais montrer. J'ai pas réussi à connecter, et puis j'ai pas préparé tellement de visuels. Il faudra surtout écouter. Voilà, pour donner une idée des anciennes cosmologies, à quoi ça pouvait ressembler, on a un peu une structure à 3 étages. Bon, c'est pas forcément visible là. Où est-ce que je vais pouvoir montrer ouais, je vais laisser tomber les visuels, je pense. Hein. Enfin, voilà, pour vous donner une idée, de dire que toutes les anciennes civilisations, on avait à peu près la même représentation de l'univers. On a la Terre, le ciel, et puis, on va dire, les mondes infra-souterrains qui souvent correspondent à ce que les religions ont appelé les enfers. Hein, donc, on a un peu une concordance comme ça entre les différents mondes qui a toujours existé finalement. Et notre vision contemporaine de la Terre globe finalement est tout à fait récente. Voilà, je vais m'arrêter là pour le visuel, je vais m'asseoir et je vais commencer la conférence. Je vais bien. Oui. Oui, alors je voudrais d'abord rendre hommage à tous les bénévoles du collectif Solidarité et Dissidence à l'origine du festival. Hein, c'est un peu des veilleurs qui joignent leurs forces, toute leur énergie dans cette lutte pour les libertés publiques. Hein. Liberté de se déplacer, liberté de choisir ses soins, liberté de penser, de s'exprimer comme on l'entend et de se rassembler comme aujourd'hui. Donc on en profite parce qu'on ne sait pas si ça va durer. Dans un contexte toujours plus oppressif, hein, toujours plus sous contrôle. L'époque difficile que nous vivons a fait de nous des résistants, même si nous n'étions pas préparés. Nous n'avions pas forcément de velléité d'entrer dans un combat. Sans doute que, comme moi, vous auriez préféré vivre discrètement, dans le confort, dans la paix. Mais les circonstances ont fait là que, voilà, il faut se positionner aujourd'hui. Donc résister, je vous fais une petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que ça me semble important. C'est surtout tenir une ligne morale, selon moi, une limite qu'on ne peut plus franchir sans se trahir. Hein, c'est poser des limites. Donc on se trouve obligé de dire non à un moment donné, pour rester fidèle à soi-même, à son âme, sa conscience. Et la période Covid a été une occasion pour beaucoup d'entre nous de dire non. Et aujourd'hui, c'est le développement d'une surveillance généralisée, intrusive, jusque dans notre intimité, qui nous demande encore de dire non. La résistance passe d'abord, me semble-t-il, par ce refus. Et résister, c'est aussi refuser d'absorber des narratifs qui nous sont présentés comme des vérités indubitables, qu'on enrobe généralement sous le nom de science. Ce mot, qui devrait être synonyme d'exploration, de curiosité, est souvent aujourd'hui utilisé pour faire taire. Donc un mot souvent usurpé, dénaturé, il faudra le redéfinir comme nous le verrons ensuite. Résister, c'est aussi avoir le courage de douter, de mettre entre parenthèses certaines de nos certitudes, au moins provisoirement. C'est vrai que les forces au pouvoir ne tolèrent pas l'incertitude, on le voit, d'autant plus à l'ère de l'identification numérique. Tout doit être surveillé, pesé, prédictible. Et notre résistance, finalement, se situe aussi dans le fait de toujours cultiver une forme d'incertitude. Cultiver, même j'aime le dire souvent, une certaine imprévisibilité. Être imprévu, faire des choses imprévisibles. Que je qualifierais de naturel, de nécessaire à la vie.
En bref, je dirais que notre force vitale se situe dans la souplesse de l'esprit, le refus de se laisser identifier dans une case idéologique aussi, parce que là, je pense qu'on a tous des opinions différentes sur tout un tas de sujets, et le fait de se réunir malgré ces divergences, c'est aussi une chose très importante. Mais au-delà de cette diversité, il y a des convictions communes, qui sont sans doute les limites morales dont je viens de parler. Donc aujourd'hui, comme j'essaie de le faire depuis plusieurs années sur ma chaîne YouTube, je vais jouer ce que je considère comme étant mon rôle social en tant que philosophe et artiste qui tente de piquer un peu quelques-unes de nos certitudes, déranger, bousculer, donner du grain à moudre. Alors, qui je suis? Je vais vous dire un peu d'où je parle. Donc, moi, je viens d'une famille, mes parents étaient enseignants, athées, agnostiques. Donc, j'ai grandi dans un milieu de gauche avec une grande confiance dans les institutions. J'ai fait des études d'art et de philosophie. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'éducation nationale et puis je suis devenue, en gros, pour faire part, médiatrice culturelle. Par la suite, avec 3 enfants en bas âge, j'ai arrêté mon travail salarié dans un cinéma d'art et essai pour me concentrer sur ma fonction de mère au foyer. Voilà, donc j'ai eu aussi une carrière de mère au foyer. Et en parallèle du travail domestique, j'ai continué de m'instruire, d'apprendre et j'ai développé une pratique artistique pluridisciplinaire, comme on dit, à travers l'écriture, le dessin, les vidéos. J'ai écrit un livre de poésie, j'ai créé un petit fanzine à une certaine époque auquel Rafi, ici présent, a souvent contribué. J'ai donné des cours de philo pour les adultes pendant de nombreuses années aussi. J'étais couturière, brièvement aussi éducatrice pour des jeunes neuroatypiques. Aujourd'hui, j'enseigne la danse classique aussi, à mes heures perdues, pour les seniors. Et je contribue aux médias Essentiel News en tant que journaliste et à la revue Nexus, qui est maintenant le cœur de mon travail professionnel, c'est le journalisme. Donc j'ai aussi une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être, sur laquelle je partage bénévolement mes recherches depuis plusieurs années. Donc, mes différentes expériences de vie, la vie professionnelle, la maternité, et aussi mes échanges dans la vie et sur les réseaux m'ont fait naviguer dans des milieux très différents et m'ont permis de me confronter à des points de vue. La remise en question, c'est chez moi une sorte d'art de vivre, et l'incertitude, c'est une condition de la recherche de la vérité. Dans la vérité, ce gros mot que plus personne n'ose prononcer, mais qui pour nous, je crois, tous ici, est très importante. Donc les voyages et les rencontres aussi m'ont aidé à relativiser mes croyances et à questionner tout ce qu'on m'avait appris. Surtout venant d'une autorité, je l'ai découvert, qui n'était pas toujours très légitime. Donc c'est devenu une sorte d'enquête existentielle, une aventure artistique aussi, si on veut, une quête spirituelle même, on pourrait dire. En chemin, j'ai trouvé Dieu, mais ce n'était pas l'aboutissement de l'enquête encore. Cette incertitude volontaire porte un nom en philosophie. Il s'agit de l'époqué, un E-P-O-C-H-E, qui signifie suspendre son jugement. Autrement dit, le scepticisme, le doute, qui font partie de l'essence même de l'activité philosophique, la vraie, pas celle forcément des plateaux télé. On donne son opinion sur tout et n'importe quoi. On peut dire que le scepticisme demande de nos jours une certaine audace, alors une vérité officielle, pénalement encadrée, s'installe peu à peu, mais cela a sans doute été vrai, à peu près vrai de tout temps. Alors il ne s'agit pas de douter de tout, par esprit de contradiction ou pour se distinguer.
Il ne s'agit pas non plus de perdre confiance en l'être humain, au contraire, je dirais même, cette confiance est essentielle pour la vie de l'esprit. Mais raisonnablement, il s'agit de douter de ceux qui ont déjà menti par le passé et des autorités intellectuelles qui se sont montrées défaillantes. Quand on a été trompé de nombreuses fois par les mêmes institutions, politiques, médiatiques, scientifiques, la sagesse exige qu'on se méfie d'elle. À minima, qu'on prenne les déclarations avec quelques pincettes. Alors j'aime beaucoup la science-fiction aussi. Les technologies exotiques m'ont fait rêver. Mais quand je me suis intéressée à la conquête spatiale, on va dire plus loin qu'en surface, dans le détail, j'ai découvert qu'il existait des sceptiques du voyage spatial dès les années 60 et que leurs arguments étaient raisonnables en fait. Finalement, qu'avons-nous comme preuve de ce prodige spatial? On envoie des gens dans l'espace. On a des photos, des vidéos, la parole de quelques personnes triées sur le volet. Nous savons aussi que des secrets peuvent être parfaitement gardés à l'intérieur d'une structure pyramidale, comme celle de l'armée. C'est une structure qui est pensée de telle sorte à ce que au niveau dans lequel on se trouve, on ne sait pas ce qui est connu au niveau supérieur. C'est un système bien rodé. Et le secret, c'est même une condition du fonctionnement du complexe militaro-industriel, d'où sont sorties les différentes agences spatiales au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La NASA s'est bâtie principalement sur l'autorité d'un transfuge nazi, Werner von Braun, expert en missiles balistiques, d'un côté, et de l'autre côté d'un maître de l'illusion cinématographique, Walt Disney, qui ont joint leurs forces pour vendre aux Américains puis au reste du monde un rêve étrange. Et si la conquête spatiale n'était rien d'autre qu'un roman de science-fiction qui nous est présenté comme une réalité par les militaires? C'est une hypothèse que j'ai prise au sérieux. Sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour vérifier leurs déclarations? Qu'est-ce que ça prouve? Les photos et les vidéos? Ça prouve seulement qu'on a fait des photos et des films. On ne sait pas où ni quand, car le prodige annoncé est tout de même assez osé. Il s'agit quand même de croire que des êtres humains ont réalisé un exploit qui de tout temps était impossible, et donc raisonnable de douter et de s'y prendre rationnellement dans son enquête. Quand on enquête sur un sujet, il est important de classer les informations, les identifier, les hiérarchiser. Spinoza, un philosophe hollandais du XVIIe siècle, a réfléchi au problème des idées vraies et des idées fausses, bien avant l'ère de la post-vérité et la désinformation. Il classait la façon d'acquérir nos connaissances, qu'aujourd'hui on appelle plus généralement information, selon un barème spécial qu'il est utile de garder en tête pendant une enquête. Dans son livre « Le traité de la réforme de l'entendement », il met au point une sorte de méthode pour apprendre à penser correctement et à distinguer les idées vraies des idées erronées. Pour ce faire, il décrit 4 modes de connaissance, 4 façons de recevoir les informations. Le plus haut degré de la connaissance pour Spinoza, c'est une sorte d'intuition intellectuelle qui nous apparaît comme une évidence. Une vision totale et immédiate, comme ça a pu peut-être vous arriver. Une révélation, pourrait-on dire, dans un langage religieux qu'il n'utilise pas. C'est-à-dire qu'on va saisir d'un seul coup l'essence d'une chose et connecter un peu toutes les informations. C'est une vision totale et immédiate qui va saisir la chose en elle-même. On peut prendre ce mode de connaissance suprême, selon lui,
comme le fait de relier intuitivement les points. À l'extrémité, le degré le plus bas de la connaissance, selon Spinoza, c'est l'ouï-dire. L'ouï-dire, c'est la connaissance la plus faible et la plus passive. On ne sait pas par soi-même, mais parce que quelqu'un nous l'a dit. Un parent, un maître, un livre, une tradition. Donc dans ce cas-là, la vérité repose entièrement sur l'autorité de quelqu'un d'autre, sans que l'esprit lui-même n'ait vérifié quoi que ce soit. C'est une connaissance qu'on appelle contingente en philosophie, c'est-à-dire si on m'avait dit autre chose, je crois à autre chose. C'est une connaissance aveugle, on accepte sans comprendre pourquoi c'est vrai. Et c'est aussi une connaissance sociale qui dépend du langage, des conventions, des institutions. Ce détour par Spinoza nous fait comprendre qu'une grande partie de nos connaissances ont été acquises par ouï-dire, par un maître, un parent, un livre ou un journaliste. D'un point de vue pratique, c'est vrai que nous sommes contraints de recevoir beaucoup de nos informations sur ce mode-là, on ne peut pas tout vérifier. On ne va pas attendre d'avoir visité le monde entier pour croire à l'existence d'un pays où on n'a jamais mis les pieds. Mais savoir cela, qu'une information transmise par ouï-dire ne constitue pas une preuve de vérité, ça nous aide un peu à moduler notre confiance et à classer nos informations peut-être sous la forme possible, probable, certain, improbable, impossible. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Il y a certaines connaissances qui viennent, on dit ok, ça c'est possible, ça c'est probable, ça c'est impossible, ça c'est certain. On n'est pas obligé, voilà, d'avoir des convictions sur absolument tout ou de douter d'absolument tout. On cherche ensuite à relier entre elles les informations, on va dire, probables ou très probables, avec les quelques autres informations certaines dont nous disposons. Dans les informations certaines, je vais placer par exemple le fait que, parce qu'on va aussi douter, on va dire oui, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien qui est certain, je ne suis pas d'accord avec ça. Dans les informations certaines, par exemple, on va dire qu'un pommier va toujours faire des pommes et pas des poires ou des fraises. Je tiens pour une information certaine, par exemple, en ce moment-là, on se situe à la Rioule et on n'est pas dans un jacuzzi à Dubaï. Ça, c'est certain. Il est aussi certain que tout ce qui naît et vit finit par mourir. Donc on a quand même suffisamment d'expériences directes. On a quand même certaines certitudes. Expérience directe, expérience rapportée, on a la tradition, on a la science. Bref, tous les signaux qui proviennent de la réalité concordent pour dire qu'en ce moment, on se trouve à la Rioule et on ne se trouve pas à Dubaï dans un jacuzzi. Finalement, il y a quand même beaucoup de choses certaines sur lesquelles nous pouvons et nous devons nous appuyer dans la tempête de la remise en question radicale. Donc je ne vais pas vous emmener sur un terrain où tout va s'écrouler sous vos pieds. Voilà, pour ce que nous ne pouvons pas vérifier par nous-mêmes, il reste à classer les informations en probables et improbables. Ce qui est probable, c'est ce que nous n'avons pas pu observer ou expérimenter nous-mêmes, mais que nous avons entendu souvent, une information partagée par tous, qui n'a pas été démentie, qui concorde avec le reste de nos informations. Une information transmise par une personne qui a démontré sa fiabilité dans le passé. Et on va classer comme improbable une information qu'on a peu entendue, peu partagée, par exemple transmise par un inconnu, ou alors une information qui a reçu de nombreux démentis. Dans les deux cas, on peut se tromper, que ce soit dans le probable ou l'improbable, on reste dans l'univers de la spéculation, l'hypothèse, l'opinion, la projection, la modélisation. La science-fiction joue beaucoup sur le déplacement du possible et de l'impossible et exploite autant le probable que l'improbable pour construire ces univers fascinants.
C'est d'ailleurs, selon moi, la science-fiction qui a construit le roman de la conquête spatiale. Le récit de la conquête spatiale se construit sur un enchevêtrement permanent de fiction assumée, présentée comme telle, et d'événements présentés comme des faits. Jules Verne décrit dès 1865 un voyage lunaire avec une précision incroyable qui préfigure les missions Apollo. Par la suite, les scientifiques vont traduire ces intuitions littéraires en équations, et ce fameux Wernher von Braun dont nous avons parlé, qui est à l'origine de la NASA, qui est aussi l'auteur des missiles V2, lui-même fasciné par la science-fiction dans sa jeunesse, va donner l'impression que c'est possible. Une fois rapatrié aux États-Unis, ce même von Braun donc s'associe à Walt Disney, ainsi que je le disais tout à l'heure, pour mettre en scène le rêve spatial à la télévision, en brouillant volontairement la frontière entre documentaire et divertissement. Le programme spatial américain apparaît ainsi moins comme une aventure purement scientifique que comme la réalisation progressive d'un script écrit bien avant lui, au point que von Braun lui-même, lors des premières orbites lunaires d'Apollo 8, il aurait confié à son ancien collaborateur, il lui aurait dit « Ah, ils suivent notre script ». Voilà, tout ça pour vous dire que la conquête spatiale va se situer du côté de l'ouï dire. Revenons à l'enseignement de Spinoza. Les informations reçues sur la conquête spatiale, ainsi que la nature de notre monde, toute notre cosmologie, ont donc été transmises sur ce mode-là, ce mode de l'ouï dire. À l'école, à la télévision, sur Internet, dans les livres. Il s'agit donc de connaissances toutes relatives, et le nombre de personnes qui croient en la véracité de ces informations, ça ne change rien au fait que ce soit vrai ou faux. Ce n'est pas le nombre qui fait la vérité. Un seul homme peut avoir raison contre tous, et c'est d'ailleurs souvent de cette manière qu'on représente un des plus grands héros du panthéon de la science en la personne de Galilée. On le présente comme quelqu'un qui aurait eu raison contre tous. C'est amusant parce qu'aujourd'hui, souvent ceux aujourd'hui qui portent Galilée au pinacle, ce sont les mêmes qui se targuent d'avoir 99% des scientifiques de leur côté. Pour Spinoza, cette hiérarchie des modes de connaissance, c'est pas seulement théorique, mais c'est aussi éthique et existentiel. Ça rejoint un peu mon raisonnement du départ de dire, voilà, on cherche la vérité, c'est un engagement éthique et spirituel. Parce que pour lui, plus on s'élève dans les modes de connaissance, plus on est libre. On est libre parce qu'on connaît adéquatement. Et que l'ignorance, c'est une forme de servitude. La sagesse, une forme de liberté. Alors pour ma part, je me suis renseignée sur les raisons de douter de la conquête spatiale, donc, qui sont énumérées par de nombreux auteurs dès les années 70, dont Bill Kaysing, donc K-A-Y-S-I-N-G, dans son ouvrage We Never Went to the Moon, ou un documentaire récent que vous pouvez tous voir en ligne, qui s'appelle American Moon, assez documenté sur tout un tas, qui montre tout un tas d'impossibilités purement techniques de quitter la Terre et d'aller sur la Lune. Alors les arguments avancés ne peuvent pas être des preuves irréfutables, car le fait d'être allé sur la Lune ou dans l'espace, ça reste toujours une possibilité lointaine dans l'absolu, mais on a affaire quand même à une accumulation d'indices qui ne font qu'augmenter au fur et à mesure où on creuse le sujet, ce que je vous invite à faire. Finalement, après des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'heures à éplucher les images et à prendre connaissance des arguments de ceux qui contestent la réalité de la conquête spatiale, je me suis forgé l'opinion qu'il était plus raisonnable de douter de la réalité des missions spatiales que d'accepter les allégations gouvernementales. Selon moi, il est finalement plus raisonnable de croire que des gens ont menti sur ce sujet,
sur d'autres, pour certaines raisons qui peuvent nous échapper provisoirement. On n'est pas obligé de savoir pourquoi on nous a menti, pour se rendre compte ou suspecter qu'on nous ait menti. Voilà. Ça me semble plus raisonnable de douter que de croire à cet impossible. Et on peut se demander quand même pourquoi mentirait-il pour ce qui concerne la conquête spatiale. Il y a on peut quand même imaginer de nombreux intérêts de mentir. L'argent d'abord. Depuis les années 50-60, des sommes faramineuses provenant de l'argent public ont été transférées vers le spatial, qui est aussi le secteur humanitaire. C'est d'ailleurs pour des raisons financières que dans le roman de Jules Verne, un club de vendeurs d'armes, le Gun Club, décide de mettre sur pied une expédition scientifique, puisque leur business était à l'arrêt en temps de paix. Donc des fabricants d'armes qui décident de mettre un projet sur pied pour continuer à se faire de l'argent en temps de paix. Il faut lire De la Terre à la Lune, parce que c'est vraiment à crever de rire. C'est plein de sarcasme. C'est pas du tout le sérieux qu'on s'imagine. Ils se moquent ouvertement, en fait, de ceux qui proclament envoyer quelqu'un sur la Lune. On trouve d'ailleurs dans ce livre des détails très troublants. Bien qu'écrit par un Français, le lancement de l'obus censé contenir les voyageurs pour la Lune se fera depuis la Floride, exactement comme 100 ans plus tard. C'est aussi une arme de guerre qui envoie des humains dans l'espace, tout comme la NASA, 100 ans plus tard, utilisera un missile V2 pour ses premières missions spatiales. Donc l'argent d'abord, le prestige ensuite, la démonstration de puissance. Envoyer des hommes dans l'espace serait un exploit inédit dans l'histoire humaine, tellement inédit, tellement impossible, qu'on parlera de choc civilisationnel. Rendez-vous bien compte qu'à l'époque d'Apollo, rien que de diffuser un programme télévisé en mondovision, c'était une première. Donc on n'avait jamais diffusé un programme télé en mondovision, mais on envoyait un homme sur la Lune. C'est un piètre exploit à côté d'aller sur la Lune finalement. Mais pourtant, le premier exploit n'avait pas été réalisé avant le deuxième. Alors, il y a aussi, je disais, c'était un choc civilisationnel, il y a un sens aussi métaphysique à tout ça. Quand on cherche les raisons du mensonge. La philosophe Hannah Arendt en parle dans son œuvre majeure, La condition de l'homme moderne, 1958, à partir précisément du lancement de Sputnik, qu'elle considère comme un événement philosophique. Pour elle, la conquête spatiale révèle un désir profond de l'humanité moderne de s'arracher à la condition terrestre. Il y a ce rêve c'est encore dans le vocabulaire des astronautes aujourd'hui, des agences spatiales, de dire que l'homme doit aller vers l'âge adulte, il doit sortir de son berceau, comme si, en restant sur Terre, on resterait des enfants éternels. Il y a cette maturité qui devrait être acquise par le fait de s'extraire de notre demeure, de notre maison. Arendt dit que l'homme ne cherche pas seulement à explorer l'espace, mais qu'il cherche à fuir sa propre condition d'être terrestre, ancré dans ce monde. Donc elle, c'est plutôt son aspect critique qu'elle verra ça. Il y a aussi le fait, en sortant de la Terre, de tout à coup porter un regard sur le cosmos qui sera extérieur, un peu comme le regard de Dieu. Vous voyez, on ne regardera plus les choses depuis la terre, mais depuis le ciel. Ça va. C'est vraiment important à comprendre dans la construction de la cosmologie. Je reviendrai là-dessus. Donc il y a d'autres raisons, on pourrait trouver d'autres raisons à ce mensonge supposé de la conquête spatiale.
des raisons plus spirituelles, vous voyez, avec cette histoire de point de vue divin. Car cela fait des siècles, des millénaires, que la cosmologie, c'est-à-dire la forme de l'univers et la façon dont il fonctionne, est discutée avec passion. Les savants, les chamans, les prêtres, de tous les peuples ont développé leur propre science sur le sujet, fondée sur l'observation, en concordance avec une genèse du monde et en concordance avec les croyances du peuple en question. Et comme je vous ai montré là avant de commencer, les formes de l'univers qui étaient proposées par les différents peuples du monde sont très souvent concordantes dans les anciennes civilisations, réparties partout dans le monde, qui se sont développées, semble-t-il, de manière isolée. Que ce soit chez les Nordiques, les Indiens ou dans les sociétés chamaniques comme les Sibériens, on a très souvent cette représentation du cosmos sous la forme d'un schéma à 3 étages, 3 mondes superposés, surmontés d'une voûte étoilée qui est comme la limite infranchissable. Quelles que soient les civilisations, on se trouve globalement dans des cosmologies approchantes pendant de longs millénaires. Ce n'est qu'à partir de la Renaissance qu'un bouleversement se prépare et qu'un autre modèle cosmique émerge. On appelle souvent ce grand basculement la révolution copernicienne, où il s'agit de passer du géocentrisme, c'est-à-dire la Terre au centre de l'univers, avec les étoiles qui tournent autour, les astres qui tournent autour, à l'héliocentrisme, où on a tous les astres, où on a les planètes qui tournent autour du Soleil. Donc on a un changement du centre, un décentrement. Mais finalement, ce qu'on entend peu par rapport à cette révolution scientifique, c'est que le changement il est bien plus profond qu'un changement de centre, donc une permutation de centre. Il s'agit d'un passage d'un monde clos à un monde infini. C'est vraiment ça, ce qu'il faut comprendre, le nœud de cette révolution. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage d'Alexandre Coiré que je vous conseille, Du monde clos au monde infini. Imaginez-vous qu'on se trouve dans une société à la Renaissance qui croit au Dieu chrétien, au créateur du ciel et de la terre, qui a séparé les deux dès les premières lignes de la Genèse. Ça, c'est intégré à la science de l'époque. Comme dans toute cosmologie d'ailleurs, il y a toujours de la religion. Même si aujourd'hui, on nous fait croire que la science actuelle, c'est complètement défaite de tout ça, qu'il n'y a plus de croyance, l'objectivité est pure. Je reparlerai demain, si vous êtes là à 10h pour ma deuxième conférence. Il y a toujours, on va dire, une idéologie derrière toute cosmologie. À l'époque, donc, le mot univers a une autre signification. C'est simplement un autre nom pour la création. Quand Bossuet, par exemple, il va utiliser le terme univers dans les cours d'histoire qu'il va faire aux Genevois, ce terme univers désigne ce que nous appelons aujourd'hui la planète. On dit, c'est notre monde, l'univers. Il n'est pas question de cet espace infini du tout. Il n'est pas question dans leur esprit d'imaginer ça. C'est un point épistémologique très important. L'épistémologie, c'est en philosophie ce qui va mettre un cadre à la science. L'épistémologie, c'est ce qui va dire ça c'est scientifique, ça c'est pseudo-scientifique. Donc dans le cadre épistémologique de l'époque, l'univers se résume à notre monde humain. Et soudainement, donc, au XXe siècle, on a ces annonces et ces images de l'espace qui ont envahi les foyers via la télévision à la fin des années 60. Donc, ces images qui, je le rappelle, proviennent du secteur militaire et qui mettraient un point final à toutes les controverses. Voilà, on a des images. Petite parenthèse, avant de continuer et de remonter le temps pour voir un peu comment cette cosmologie contemporaine s'est installée.
je m'arrête 2 minutes sur la société technologique dans laquelle nous nous trouvons. Vous me dites, c'est quand je vous perds, hein, vous levez la main, vous dites stop. Voilà. Parce qu'il y a cette idée que, comme nous vivons dans une société technologique, ça nous laisse penser aussi que nos connaissances sont plus avancées que jamais. Que l'histoire humaine est une sorte d'évolution constante vers une connaissance de plus en plus fine de la nature de la réalité, et que c'est mieux qu'hier et moins bien que demain, forcément. Demain, on en saura toujours plus qu'hier, et aujourd'hui, on en sait forcément plus qu'hier. On a cette idée-là qui est très ancrée dans notre psyché collective. Et ça, c'est vachement dû à la technologie. On dit, voilà, on sait faire des trucs incroyables qui n'ont jamais été faits avant, c'est sûrement qu'on a des connaissances incroyables. Mais n'oublions pas que la technologie s'est avant tout construite grâce à un héritage technique. Donc, on a avancé grâce à ce qu'on savait, voilà, à base d'essais et erreurs à travers les siècles, faisant parfois appel à la sérendipité. On fait des découvertes par hasard, on découvre des dispositifs techniques, on ne sait pas forcément comment ça marche, mais ça marche. Donc la technologie finalement c'est quelque chose qui avance grâce à l'expérimentation, pas forcément grâce à une connaissance, pas forcément grâce à une équation. Donc l'avancée technologique peut tout à fait être déconnectée de la connaissance, de la science fondamentale. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre aussi, pour se dire, peut-être que les anciens, finalement, ils auraient pu ne pas se tromper. Voilà. Ça, parce qu'ils n'avaient pas notre technologie, et encore, ça reste à prouver. On peut se demander s'il n'y avait pas de société ancienne qui n'avait pas de technologie avancée. Bon, il y a des chercheurs qui vont dans ce sens-là. Mais, voilà, l'argument de la technologie ne suffit pas à se dire, aujourd'hui, on sait. Je referme la parenthèse de la technologie. Donc c'est ainsi que j'en suis venue, donc en doutant de la réalité de l'exploration spatiale, dans un élan de témérité, donc j'en suis venue à m'intéresser à un énorme tabou dans notre société. Je veux parler du sujet qu'on résume souvent sous le nom de la Terre plate, qui est un peu comme le repoussoir du complotisme. On veut bien être complotiste, mais on ne veut pas être platiste, surtout pas. Donc mais quelque part, c'est un peu le caractère repoussant de cette théorie qui m'a intriguée. Parce que les passions, notamment la haine que cela suscite, ça en disait long pour moi sur l'importance cruciale du sujet. Il était visiblement interdit de remettre en cause l'idée selon laquelle notre monde se résume à un globe errant dans l'univers. Et pourtant, comme je disais, nombreuses civilisations anciennes qui connaissaient très bien les étoiles, qui avaient une connaissance astrologique parfaite, qui prédisaient les phénomènes, et même, je dirais, chez les anciens, le paysan ou le marin avait une connaissance des étoiles qu'aujourd'hui plus personne n'a. En plus, on est en ville, on ne voit plus les étoiles. Donc, même, disons, les moins savants, les moins instruits, jadis, avaient une meilleure observation des choses, avaient une meilleure connaissance du ciel. Donc je reviens à cette histoire de passion, ce que ça déchaîne, cette histoire de la Terre plate. À mon avis, s'il y a autant de passion autour de cette question, c'est parce que quand on se pose la question, il s'agit ni plus ni moins de se poser la question de la nature de notre réalité. Où sommes-nous? Où sommes-nous? D'où vient cette création qui nous sert de décor, à laquelle nous avons accès par le biais de nos sens? Et la réponse qu'on va apporter à cette question, au-delà des implications scientifiques, des implications aussi énormes au niveau politique, c'est un peu, si vous voulez, la connaissance de base de notre civilisation. Si on remet en cause la forme de la Terre, c'est vraiment, tu sais rien. Si tu sais pas ça, c'est que tu sais rien. C'est vraiment la base, quoi. Et c'est ça aussi qui m'a intéressée, d'aller creuser là-bas, dans cette épopée, dans cette mise entre parenthèses de ce que je crois être vrai.
remettre en cause ce modèle, surtout si on ne fait pas partie de la poignée de personnes autorisées à en parler, celle qui porte une blouse blanche, ou qui détient un papier avec le tampon des autorités, ou un pass médiatique, c'est un geste provocateur. Alors que ça devrait être naturel. On devrait cultiver ça. Donc même si on voulait, particulièrement si on voulait être fidèle au credo de la science, sur le papier, où rien ne devrait jamais être un dogme, où tout devrait pouvoir être remis en question, si vraiment on est dans une vraie démarche scientifique, on doit aller voir ce sujet. Et c'est vrai que la science n'est pas toujours le nom de la recherche honnête. On s'en est rendu compte souvent ces dernières années. C'est au nom de la science que l'État a justifié le fait de nous injecter des produits hors de notre contrôle. C'est au nom de la science aussi qu'on a sacrifié des vies ou torturé des cobayes humains à travers des centaines ou des milliers d'expériences dites médicales ou sociales. On pense notamment à la période nazie où là la science était à une apogée scientifique. Donc la science est un terme particulièrement polysémique. On peut entendre vraiment plein de choses derrière ce terme. Ça veut dire à la fois l'ensemble de nos connaissances, mais ça désigne aussi souvent la communauté scientifique, les gens avec le tampon dont je parlais. Quand on dit la science a dit, la science a démontré, on parle de personnes autorisées et d'enjeux, d'intérêts politiques, financiers. Je crois que Pierre Mémoire en parlera aussi. Donc, sur le papier, la science est neutre, objective, mais dans la pratique, les scientifiques sont simplement des êtres humains cherchant des moyens de subsistance, avec leurs biais, avec leurs besoins de subvention, avec leurs intérêts, leurs désintérêts, avec leur courage ou leur lâcheté. Donc ce qui constitue ce que nous appelons aujourd'hui la science, ce n'est pas neutre ou tombé du ciel. Cette science est toujours à mettre en rapport avec la société qui l'a construite. Chaque peuple a sa science, chaque peuple considère sa science comme la science, et notre époque, notre civilisation, c'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. Un corpus scientifique est situé, c'est-à-dire il est situé dans le temps, dans l'espace, il est le reflet d'une société, d'une façon de voir le monde et de l'approcher. On a cristallisé les croyances, même les besoins parfois d'un peuple donné. Pour continuer un peu la démystification de la science, la profession de scientifique, on dit les scientifiques, on dit les scientifiques, on dit, mais ce n'est pas le nom d'un métier scientifique quand on réfléchit. On va être biologiste, ingénieur, statisticien, médecin, et encore jusque récemment la médecine c'était considéré plutôt comme un art que comme une science. On pourrait dire la même chose des mathématiques d'ailleurs. Mais à une époque, on parlait plus volontiers de savants ou de polymathes. Dans des temps encore plus reculés, ces personnes qui s'intéressaient à la nature de la réalité et du cosmos étaient tout simplement appelées philosophes. Jusqu'au XVIIIe siècle, on appelait encore philosophie naturelle ce qu'on nomme aujourd'hui la science. Le mot philosophie, amour de la sagesse, philosophia, désignait à l'origine l'ensemble du savoir rationnel humain qui englobait aussi bien l'étude de la nature que celle de la morale ou de la logique. C'est pourquoi Newton intitulait son œuvre fondatrice Philosophia Naturalis Principia Mathematica, la philosophie de la nature. Ça explique aussi pourquoi on nomme encore aujourd'hui, dans les universités anglophones, le titre de Doctor of Philosophy à des chercheurs en physique
ou en biologie. À partir du XVIIIe siècle, avec donc, ce qu'on appelle la période moderne, XVIIIe siècle, avec l'essor de la méthode expérimentale et la spécialisation progressive des savoirs, puisque ça aussi c'est une composante essentielle de la science moderne et contemporaine, c'est qu'on va se spécialiser de plus en plus. On va sortir voilà, d'une vision globale pour chacun travailler dans son petit précaré. À une époque, voilà, le savant avait des connaissances plurielles. À partir du XVIIIe, on va vers cette spécialisation. Donc le terme science s'est peu à peu émancipé de la philosophie pour désigner une démarche, un protocole fondé sur l'observation, l'expérimentation et la réfutation empirique. À partir de ce moment-là, la philosophie et la science ont un peu cessé de dialoguer, puis ont acquis des entités distinctes. Là où la science cherche plutôt à décrire et expliquer le monde par des faits mesurables, la philosophie aujourd'hui s'intéresse plutôt à des questions que l'expérience ne peut pas trancher, de physique et de métaphysique. On a donc une discipline autonome qui s'est développée sous le nom de science, qui se définit par son objet d'étude, le réel, et par sa méthode, l'observation, l'expérimentation. C'est ce qu'on a appris à l'école, et c'est ce qui se trouve sur le papier, j'allais dire, parce que tout n'est pas aussi tranché. Il y a toujours existé des théories qui se sont qualifiées de scientifiques, qui portent pourtant sur des objets qui sont inaccessibles à l'observation et à l'expérimentation. Comme aujourd'hui, en astronomie. C'est d'ailleurs une objection qui va traverser l'histoire de l'astronomie et de la cosmologie, comme nous allons le voir. Dans la longue histoire des sciences, donc, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, on situe généralement la grande révolution scientifique au XVIe, XVIIe, dans l'héliocentrisme de Copernic. Donc c'est, je rappelle, ce déplacement du centre de l'univers, de la Terre, vers le Soleil. Mais cela reste, somme toute, dans une transformation interne à un cosmos qui est encore clos et fini. Sur le même modèle que tous les schémas anciens. Comme j'ai évoqué, la véritable rupture, c'est d'une autre portée, c'est le passage d'un monde clos à un univers infini, avec la destruction de la sphère des étoiles fixes, que la religion nommait le firmament, qui existait là depuis Aristote et Ptolémée, et qui posait une limite à notre réalité, c'est-à-dire donner à l'homme une demeure ordonnée, et au-delà, on ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir ce qui se passe au-delà. C'était une limite entre ce qui était en haut et ce qui était en bas. En haut, le spirituel, en bas, le matériel. Donc, il y a cette idée qu'on ne peut pas aller étudier le spirituel avec les mêmes moyens avec lesquels on étudie le matériel. Tant que cette sphère céleste tenait, le cosmos restait un tout fini, bien ordonné, même égocentrique, juste le centre se déplaçait, mais on gardait cette idée de tout ordonner avec une limite entre ce que nous pouvons savoir grâce à nos sens et ce qui nous est étranger, ce qu'on ne peut pas connaître, l'inconnaissable. C'est seulement lorsque la sphère des fixes éclatera que l'homme se retrouve, alors selon la formule célèbre de Blaise Pascal que vous connaissez peut-être, l'homme se retrouve perdu dans un silence éternel d'espace infini. Une espèce de vertige, et un bouleversement que ça représente d'un point de vue spirituel. Puisqu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus d'ancrage, il n'y a plus de centre.
et c'est très important d'un point de vue métaphysique, spirituel et même psychologique. La Terre n'est plus un lieu unique dans l'univers. Ça ouvre la porte à l'idée qu'il existe une infinité de mondes, et probablement des mondes habités, ainsi que la fiction va le développer par la suite, au XXe siècle, dans les comics et les films hollywoodiens avec des aliens. Alors d'où ça vient? Ça remonte, on va remonter doucement avant la révolution copernicienne. Je parle un petit peu de Copernic avant. Non. La vraie rupture la plus radicale, elle va venir de Nicolas de Cuès et de Giordano Bruno, là on est un siècle avant Copernic, qui s'attaque non pas à la position du centre, mais à l'idée même qu'il puisse y avoir un centre. Donc dans son traité en 1440, donc on est au XVe siècle, qui s'appelle des Docta Ignorantia, de l'ignorance savante, c'est un titre intéressant. Nicolas de Cuès, donc, il affirme que l'univers n'a ni centre fixe, ni circonférence déterminée. Il emprunte ça à la théologie, à l'image d'une sphère dont le centre serait partout et la circonférence nulle part. C'est une image qu'on applique souvent à Dieu lui-même et que là, il va appliquer à l'univers, par analogie. Donc cette transposition de l'idée qu'on se fait de Dieu sur la forme de l'univers, ça a une conséquence philosophique considérable, puisque si aucun point de l'espace n'est objectivement central, un observateur situé n'importe où dans le cosmos, que ce soit sur la Terre, sur la Lune ou ailleurs, aura toujours l'impression d'occuper la position centrale, ce qui relativise bien plus radicalement la place de notre planète dans l'univers que ne le fera plus tard le simple déplacement copernicien vers le Soleil. Alors, Nicolas de Cuès, C-U-E-S, reste néanmoins prudent et il ne franchit pas le pas vers l'infinité physique pleinement assumée. Il va qualifier l'univers, il ne va pas le qualifier de infini, mais de indéfini ou indéterminé, en réservant l'infini véritable au sens strict et absolu à Dieu seul. Donc on reste dans une idée d'une création sous l'œil de Dieu. Plus d'un siècle et demi plus tard, à la fin du XVIe, c'est Giordano Bruno, donc lui il est né dans la décennie où est mort Copernic. Il va reprendre cette idée d'indétermination ou de monde indéfini pour la radicaliser totalement. Dans son dialogue De l'Infinito Universo Elemundi, publié en 1584. Il s'appuie à la fois sur l'héliocentrisme de Copernic et sur l'atomisme matérialiste de Lucrèce. On vient de l'Antiquité, supposément du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais moi j'ai toujours des doutes sur les textes antiques parce que il y en a beaucoup qui ont été redécouverts à la Renaissance, redécouverts ou fabriqués, on ne sait pas. En tout cas, le texte de Lucrèce, il a été redécouvert en 1417 par un humaniste. Mais on voit qu'on renvoie toujours à l'Antiquité. Donc, Giordano Bruno, il affirme que l'univers est non plus seulement indéfini, mais réellement et actuellement infini, peuplé d'une infinité de mondes, des mondes habités, forcément, puisque si on a une infinité, il y en a au moins 1, 2, 3, voire une infinité d'habités, gravitant autour d'une infinité de soleils. C'est-à-dire que notre soleil devient une étoile dans le ciel d'un autre monde. Alors que c'était un objet unique en son genre, voilà. La conséquence, c'est que chaque étoile que nous voyons dans le ciel, c'est un soleil, avec potentiellement un système planétaire qui lui tourne autour.
si vous voulez, ça propulse la Terre dans le ciel. Tout à coup, on avait quelque chose de bien affermi, de bien hiérarchisé, voilà, avec des limites. Et tout à coup, ce qui va changer, ça va être que voilà, notre sol va se retrouver dans le ciel. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est vraiment ça le basculement. Et donc, il n'y a plus de distinction qualitative traditionnelle entre matière céleste et matière terrestre, puisque la Terre devient un astre, devient un corps céleste. Donc, il faut savoir aussi, j'en parlerai aussi demain, que Bruno était fortement imprégné de tradition hermétique, Hermès Trismégiste, avec la célèbre formule de ce personnage légendaire utilisé dans toutes les écoles gnostiques, que vous connaissez peut-être, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, je ne sais pas comment l'autre aussi dit. Mais voilà, on réalise en fait cette formule hermétique. Sachant que Giordano Bruno, voilà, c'était quelqu'un très imprégné de tradition hermétique. Le néoplatonisme, qui est le prolongement de la tradition hermétique, et la magie. C'est aussi quelqu'un qui parlait de magie. Il faut insister que dans les deux cas, que ce soit du côté de Nicolas de Thuès ou de Giordano Bruno, leurs hypothèses nouvelles ne reposent sur aucune mesure ni observation empirique. Ça relève entièrement, on pourrait dire, soit du prolongement de la tradition hermétique, en ce cas-là, il s'agit juste de prolonger quelque chose, soit c'est présenté de nos jours comme une intuition spéculative. Et il faut comprendre que ça n'a pas été construit à partir d'une observation ou d'une expérience. Donc, Bruno construit sa cosmologie par déduction métaphysique combinée à une lecture philosophique de Copernic, de Lucrèce, Démocrite, sans le moindre instrument capable de vérifier l'existence de cette infinité de mondes. Donc en fait, on avait déjà, ce que j'aimerais passer comme idée, c'est que le cosmos tel que nous le voyons aujourd'hui a été formé, a été imaginé sans recours à une démarche scientifique. Voilà, ça existait déjà en concept, et maintenant, soi-disant, voilà, on a pu vérifier ces concepts. Et c'est quand même étonnant qu'on ait pu penser à ça sans procéder, sans démarche scientifique. Parce qu'il n'y avait pas de télescope à l'époque. C'est d'ailleurs l'invention du télescope, on dit que c'est Galilée, mais le télescope de Galilée, donc, qui aurait montré que, grâce au télescope de Galilée, on aurait vu qu'il y a beaucoup plus d'étoiles qu'on ne pensait auparavant, puisqu'on en voit d'autres grâce au télescope, et que, du coup, ça voudrait dire qu'il ne s'agit pas d'une sphère fixe, qui a une profondeur, avec des étoiles plus lointaines. Mais ce qu'on ne nous dit jamais, pratiquement, c'est que le télescope qui a tout révolutionné, il mesurait et il agrandissait 20 fois. Donc, un agrandissement 20 fois de 20, c'est une paire de jumelles ou c'est un télescope de jouet pour enfants, quoi. Et voilà, dans l'histoire officielle, c'est grâce à ce fameux télescope qu'on aurait compris que. Mais il s'agissait, voilà, de faire voler en éclats ce monde clos, cet espace physique fermé. Donc la révolution cosmologique, hein, elle n'est pas née, je le répète, de l'observation ou de la mesure, mais d'un travail conceptuel et métaphysique antérieur, qui a ouvert l'espace de pensée, duquel la science moderne, puis contemporaine,
s'est ensuite installé. Il en va ainsi de la forme de la Terre, mais ce qui est étrange, c'est que c'est la même chose pour l'infiniment petit, pour les atomes. Le concept d'atome, ça fait aussi des siècles que ça existe, et toujours avant l'invention d'instruments ou de quelconque observation. On part encore une fois d'un concept qu'on cherche après à observer dans le réel. On oriente un peu le point de vue à partir de ce fond conceptuel. Alors, de même, chez Copernic, quand il a placé le Soleil au centre de l'univers à l'époque, pour des raisons qui n'étaient pas scientifiques, il n'a pas fait un nouveau calcul, il n'a pas fait une nouvelle observation, il n'a pas fait une nouvelle expérience, c'est pour des raisons esthétiques et idéologiques. Il dit lui-même, en fait, dans De Revolutionibus Orbium Celestium, je vais arrêter de dire en latin, il nous dit à propos du Soleil, en effet, dans ce temple suprêmement beau qu'est le monde, qui choisirait de poser ce luminaire, le Soleil, dans un lieu autre ou meilleur que celui d'où il peut illuminer le tout simultanément, et ce n'est pas à tort que certains le nomment lampe du monde, d'autres intelligence du monde, et d'autres encore gouverneur du monde. Il dit, Hermès Trismégiste l'appelle Dieu visible. Donc on voit que Copernic aussi, l'idée hermétique du Soleil au centre de l'univers, on est dans une démarche idéologique. Donc, dans l'Antiquité, les modèles cosmologiques concurrents à ceux des grandes religions, comme celle que je vous ai montrée à l'origine, cette disposition, ce cosmos à 3 étages, cet univers clos. Donc les modèles qui vont être concurrents à l'univers clos sont donc issus de l'imagination des philosophes naturels, imagination parfois appelée intuition scientifique, et pour se distinguer de la poésie, qu'on appellera plus tard science-fiction, et convaincre le monde des savants, pour sortir de la métaphysique, pour aller vers la physique, il faudra de nouveaux éléments à l'appui, jusqu'à la preuve finale, essentiellement apportée par les images spatiales. Puisque, rappelons-le, l'univers n'est pas accessible au sens, à l'expérimentation, à toucher le soleil, à toucher les étoiles. Et donc, bon, les sceptiques de l'héliocentrisme et de l'infinité des mondes demandent des preuves. Et ces preuves, elles vont être données, Galilée va donc des trucs avec sa lunette, mais il y aura aussi la mathématisation de la science, qui est un autre point de bascule de l'histoire des sciences. Puisque Nicolas de Cuesse et Bruno parlaient d'infini sans s'appuyer sur une observation ou une démonstration, mais Galilée va décréter, alors c'est une phrase célèbre aussi, il va expliquer que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Et donc le calcul deviendra progressivement aussi, à partir de ce moment-là, un outil scientifique, au même titre que l'observation ou l'expérience, ce qui peut aussi poser des questions. C'est exactement ce que fera Newton à la fin du XVIIe, où il va reprendre l'intuition d'un espace infini et homogène, mais il va la traduire dans un cadre géométrique et physique, où il va partir du principe que la loi de gravitation va s'appliquer identiquement en tout point de l'espace. Ce qu'on observe sur Terre, c'est vrai ailleurs, c'est vrai partout, c'est vrai dans le ciel, c'est vrai sur les autres planètes. Donc l'infini, ça va cesser d'être une image philosophique pour devenir une variable opératoire, mathématique, du calcul physique. Notons par ailleurs que Newton est profondément, lui aussi, imprégné d'hermétisme, alchimie, la Kabbale, et il a dédié, on a découvert ça d'ailleurs au XXe siècle, c'est assez récent, c'est quelque chose qui avait resté caché pendant assez longtemps, qu'il a dédié beaucoup plus de travaux
à la chimie et à la physique. Un volume bien plus important de travaux. Alors aujourd'hui, il n'y a pas forcément une rupture entre la science moderne et la science contemporaine sur la question de l'observation et des instruments, puisqu'aujourd'hui on a des instruments suffisants, hein, mais il n'y a pas forcément d'avant-après. Et ça aussi à comprendre, c'est que on a gardé finalement cette vision hermétique du cosmos qui a été prolongée dans la période contemporaine, et que l'invention d'instruments n'a été utilisée finalement que toujours pour confirmer les mêmes idées, quoi. Et puis aujourd'hui, sur les instruments, on n'y a pas accès. Certaines équipes, c'est très, très compliqué. Le Valdec en parlera certainement aussi. C'est un milieu très fermé, hein, les instruments de précision. Donc, parce qu'on a un peu dans l'idée qu'aujourd'hui, on en sait plus parce qu'on a des super instruments. Voilà. Mais je dirais qu'il faut comprendre que c'est vraiment pas aussi tranché. La plupart des... Il y a tout un tas d'objets, hein, dans notre cosmologie, dans notre modèle standard, qui sont de pure spéculation issues de calculs. Quand on parle, par exemple, des trous noirs, ou quand on parle même des électrons, ce sont des choses qu'on n'a pas observées. C'est le résultat de certains calculs à l'intérieur du paradigme pour coller tout ensemble, pour faire un truc cohérent qui donne lieu à un certain résultat que les vulgarisateurs scientifiques, après, vont trouver des noms littéraires, vont nommer, voilà, le résultat d'une équation, on va appeler ça trou noir. On va dire qu'un trou noir, c'est ça, parce que le calcul nous permet. Donc, on n'est pas plus, si vous voulez, de nos jours, dans l'observation et l'expérimentation qu'on était à l'époque. Donc, on ne voit pas ces objets, mais on les déduit. Je ne vais pas parler d'Einstein aujourd'hui, mais on pourrait en parler aussi. Avec l'invention de l'espace-temps, qui est aussi une résolution de calcul. Donc, ce qu'on essaye surtout de faire, c'est d'observer ce qu'on a trouvé. On a trouvé des trucs, on a un système bien cohérent, on veut le garder, on va essayer d'observer pour prouver ce qu'on a déjà décidé de croire. Et je terminerai, alors, bon, je vais encore aller, encore pour 5-10 minutes, puis après on discutera. Je vais terminer avec 2 points de vue sur l'épistémologie, le point de vue d'un philosophe et le point de vue d'un mathématicien du XXe siècle. Le philosophe en question, c'est Edmund Husserl, phénoménologue, inventeur de la phénoménologie, qui nous permet de se remettre à sa place d'homme avec les pieds sur terre pour observer la nature. La phénoménologie, c'est une façon de faire de la philosophie et donc de la science. Donc voilà, Edmund Husserl, 1934, il sort un livre qui s'appelle « La Terre ne se meut pas ». L'idée de base de la phénoménologie, c'est simple. Plutôt que de partir de grandes théories sur ce qu'est la réalité ou la vérité, on part de l'expérience, telle qu'elle nous apparaît concrètement, dans notre vécu. Hein, je vois une tasse, je me souviens d'un voyage, j'imagine quelque chose, il y a toujours ma conscience qui est tournée vers quelque chose. C'est ce que Husserl appelle l'intentionnalité. La méthode phénoménologique, ça consiste donc à décrire le plus fidèlement possible comment les choses se donnent à nous dans une expérience vécue, en mettant de côté provisoirement nos préjugés, nos théories scientifiques ou habituelles sur le monde. C'est ce qu'on appelle, j'en parlais tout à l'heure, la mise entre parenthèses, l'époquer. Je suspends mon jugement pour revenir à ce que je peux percevoir. Donc le but, c'est pas de nier la science, mais de revenir à une couche plus fondamentale, celle de notre expérience vivante et incarnée du monde. C'est là plus tard le monde de la vie.
c'est-à-dire un sol d'évidence immédiate, hein, comme je parlais tout à l'heure de certitude. Dire ça, c'est certain, je peux m'appuyer là-dessus. C'est dans cet esprit qu'il a écrit « La terre ne se meut pas ». Donc c'est un texte très tardif, hein, pas loin de, je pense que c'est l'année de sa mort, 1934, où il distingue deux façons de parler de la terre. Il y a la terre comme objet physique, que la science peut décrire comme un corps céleste en mouvement, hein, céleste, la théorie scientifique, et il y a la terre comme sol originaire de toute notre expérience, un point fixe et stable, à partir duquel nous percevons les choses et nous nous orientons dans l'espace. C'est un terrain, notre expérience vécue la plus basique. Voilà, le fait d'assumer notre point de vue et de ne pas projeter en imagination ou en théorie notre point de vue à l'extérieur de l'endroit où nous sommes incarnés. Donc Husserl lui montre qu'il existe une expérience fondamentale et corporelle où la Terre fonctionne comme l'arrière-plan nécessaire en fait à toute connaissance et à toute spatialité. C'est d'ailleurs une expérience que la science présuppose toujours, sans jamais vraiment l'interroger. C'est le présupposé de toute expérience terrestre. Henri Poincaré, c'est un petit peu la même idée, qui sera un tout petit peu plus tôt au début 20e. Lui, c'est un mathématicien, physicien et philosophe des sciences. Au début du XXe, les savants étaient encore très philosophes. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus beaucoup le cas, sauf par intérêt personnel, mais ça ne fait plus partie de nos études, donc ça ne les intéresse plus. Donc, Poincaré, un des plus grands esprits scientifiques de son époque, va développer une réflexion philosophique sur le statut des théories scientifiques, développé notamment dans son livre « La science et l'hypothèse », 1902. Donc Poincaré, qui est d'ailleurs le véritable auteur de la formule Einstein l'aurait récupérée. Bon, je ne vais pas entrer dans la polémique, mais... Donc, il défend une position, Poincaré, qu'il appelle le conventionnalisme. C'est-à-dire que certains principes scientifiques fondamentaux ne sont ni vrais ni faux au sens strict, mais vont être des conventions que l'on choisit parce qu'elles sont plus simples ou plus pratiques dans le paradigme, dans le système, pour décrire les phénomènes. Et le principe de base, ce sera l'idée de la relativité du mouvement. Vous allez voir que ça rejoint l'idée de Husserl. Poincaré, il va refuser de considérer la Terre tourne comme un fait. Il va revenir à ce principe simple et profond. On ne peut jamais observer un mouvement en soi, en lui-même. On ne peut observer qu'un mouvement relatif, c'est-à-dire en relation à un autre corps. On ne peut se déplacer que relativement, on ne peut mesurer un mouvement que relativement à un point fixe. Déplacement d'un corps par rapport à un autre. Par exemple, quand vous êtes dans un train qui démarre doucement, vous allez avoir l'impression que c'est le quai qui recule. Il n'y a aucune observation purement sensorielle qui va vous permettre de dire avec certitude lequel des deux, le train ou le quai, est vraiment en mouvement. Donc c'est cette relativité du mouvement sur lequel insiste Poincaré. Il va nous dire que quand nous observons le ciel nocturne, nous voyons les étoiles se déplacer progressivement, le soleil se lever et se coucher, les saisons changer. Mais ce que nous observons réellement, ce sont des positions relatives qui changent entre la Terre et les corps célestes, et jamais un mouvement absolu. Donc, on n'a aucun moyen sensoriel, depuis notre point de vue terrestre, de savoir si c'est le ciel ou la Terre qui tourne. Et ça, ce Poincaré le démontre d'un point de vue épistémologique aussi. Voilà, que l'expérience elle-même ne peut pas trancher cette question. Voilà, je vais passer rapidement.
Bon, vous comprenez l'histoire du mouvement relatif, ça c'est... Alors, je vais terminer sans avoir beaucoup évoqué la Terre plate, mais Waldeck le fera plus tard. Parce que voilà, il y a tellement à dire. Moi, je voulais vraiment insister sur l'épistémologie qui est derrière la cosmologie. Et montrer que, voilà, on a des raisons sérieuses de se pencher sur cette hypothèse. Des raisons sérieuses, raisonnables, qu'on peut retrouver en faisant quelques recherches et en vous orientant en ce sens. Si vous voulez vous lancer dans cette aventure intellectuelle de la Terre plate, si vous osez, que personnellement je trouve incroyablement captivante, stimulante, on apprend énormément, je me permets de vous conseiller dans un premier temps de prendre connaissance, d'examiner les preuves qui nous sont données que la Terre est un globe en mouvement dans l'univers. Voilà, en mettant de côté les images des agences spatiales, on dit bon, on doute de ça, sur quoi on peut s'appuyer pour avoir quelque chose de sûr, et essayer de voir quels sont les arguments qui nous sont donnés par la théorie standard mainstream sur le fait que la Terre est un globe qui erre dans l'univers. Vous verrez, elles sont en très petit nombre, un très petit nombre de preuves, d'arguments qui nous sont donnés en cette faveur, qu'on peut vérifier par soi-même à partir de son expérience phénoménologique et puis de son raisonnement. Donc je vous conseille de commencer par là. À côté de ça, on a beaucoup d'arguments en faveur du modèle alternatif, d'une Terre qui serait plate et fixe. Alors, les platistes, ils ne mettent pas la Terre en suspension dans l'espace, hein, comme on voit ceux qui se moquent des platistes. C'est pas une assiette qui flotte dans l'espace, c'est vraiment un monde clos dont on ne peut pas connaître l'au-delà. L'espace n'existe pas pour un platiste. L'infini, tout ça, ça n'existe pas. On s'en tient vraiment, on est très terre à terre en fait. Donc on a des arguments à partir du lieu d'où on se trouve, à partir de ce qui est connaissable pour nous, pour faire l'hypothèse raisonnable que la Terre est plate et fixe. Au-delà du fait qu'elle semble plate, elle semble fixe. C'est la première chose quand même. Bon, il y a tout un tas de choses. Je vous dis quelques arguments très rapidement. Donc on a les arguments en faveur de la Terre est plate, on a des arguments en faveur de la Terre est fixe, qui chacun s'oppose à cette idée de Terre en mouvement dans l'espace. Bon, alors c'est d'abord, je disais, l'absence de perception de mouvement, l'absence de prise en compte de ce mouvement dans n'importe quelle expérience sur Terre, n'importe quelle œuvre d'ingénierie. On ne tient pas compte. Tout se passe comme si la Terre ne bougeait pas. C'est la formule philosophique qu'on peut utiliser. Il y a une absence de courbure visible. On ne voit pas cette fameuse courbure, on la cherche partout. Même quand on est en avion à 10 km d'altitude, on ne peut pas la voir. Même si des gens pensent la voir parce que, bon, il y a une déformation, mais même la science officielle va nous dire qu'on ne peut pas la voir à 10 km d'altitude. On a une eau sur les lacs qui est plane sur des kilomètres. Hein, donc l'eau, elle ne se courbe pas. Et à la portée des phares en mer, hein, les phares qui orientent les bateaux, ils ont une portée qui est connue et qui est divulguée pour que les marins puissent s'orienter. Et la portée de la lumière ne serait pas possible dans les dimensions du globe qui nous sont données actuellement. Alors on a dit que la lumière se court. Ok. On peut y croire ou pas. On peut s'intéresser au trajet des avions aussi. On peut s'intéresser aussi à la faillite de l'expérience de Michelson-Morley, une célèbre expérience que vous pouvez trouver sur le chaîne, où j'explique un petit peu parce que c'est un dispositif un peu compliqué, qui voulait prouver que la Terre tournait et qui a failli en fait à démontrer que la Terre était en mouvement autour du Soleil. Voilà, avec un dispositif très ingénieux d'ailleurs. Il y a une infinité, si vous voulez, d'arguments en faveur de la Terre est fixe. La Terre est plate. Allez voir, faites-vous votre idée. Mais du point de vue de la philosophe que je suis, en langage philosophique, je dirais, pour être prudente, de notre point de vue humain,
à partir de ce qu'on peut connaître, à partir de Spinoza, à partir de Husserl. Tout se passe comme si la Terre était plate et fixe. Voilà ce que je peux dire, en s'appuyant sur nos perceptions humaines. Donc, à revenir de cette petite exposé que la révolution scientifique à la Renaissance, c'est surtout un changement de point de vue, hein, héliocentrisme, géocentrisme, puis le passage d'un monde clos à un univers infini, c'est ça qui est important de retenir. L'idée d'une vision au-delà des sens, hein, on va spéculer au-delà de ce qu'on peut observer et expérimenter, jusqu'à la théorisation aujourd'hui d'une nouvelle genèse, hein, d'un Big Bang qui serait observable. On nous dit qu'il est observable à travers le fond diffus cosmologique. À travers des milliards d'années, on peut voir un événement qui aurait des milliards d'années en regardant le ciel. Il faut retenir aussi que la bascule, c'est ce qui est en haut est devenu comme ce qui est en bas. On n'a plus cette séparation du spirituel et du matériel. Il faut retenir aussi que tout modèle cosmologique est le reflet d'une époque, d'un lieu, d'une idéologie, d'une croyance. Et tout modèle cosmologique a forcément une portée philosophique, spirituelle, religieuse. Et notre modèle actuel n'est pas différent. Voilà, après, il y a aussi cette idée du modèle hermétique de l'infinité, le fait de mettre en équation des choses qui ont été spéculées. Voilà, si je résume un petit peu tout mon exposé, et l'idée qu'il existe une pluralité des mondes, et qu'il y a d'autres êtres de l'espace qui vont venir nous voir. Ça amène aussi cette idée-là. Et peut-être que ces êtres de l'espace nous ont créés. Donc voilà, on s'oppose en ça aussi à une vision d'un Dieu créateur. Bon, c'est tout ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions que je peux répondre. Juste une remarque. Ce que tout est dit, moi je me suis posé la question quand on appelait planète. Parce que la planète, il y a plane. Donc je pense que oui, c'est possible. Alors, au départ, il y a ça aussi, la Terre, ce ne serait pas une planète pour les platistes. Parce que les planètes, donc, ce sont des astres. Hein, donc, d'un pur point de vue observationnel, je repars toujours de mon point de vue de base, d'humaine de base, des yeux, ce sont simplement des étoiles qui ont un mouvement différent. Les planètes, qui ont un mouvement. À l'époque, on les appelait étoiles errantes. Jadis, on les appelait des étoiles errantes. Puis par la suite, on les a comparées à la Terre en tant, on a dit, voilà, ce sont des corps solides comme la Terre. Voilà. Mais c'est vrai que pendant longtemps dans l'histoire, ce qu'on appelle aujourd'hui les planètes étaient appelées simplement des étoiles errantes. Puis même, je dirais, à l'œil, c'est difficile. On ne les distingue pas des autres étoiles. C'est tout aussi des points lumineux. Je vais intervenir là-dessus peut-être. Mais moi, je pense que les mondes ne sont pas là par hasard. Et je pense que les mondes ne sont pas là par hasard. Le langage des oiseaux n'en parle. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à mon avis. C'est possible. C'est possible. Concernant la Terre plate, pour moi, j'ai un argument, une façon de raisonner, mais peut-être pas cité, qui est de considérer le nombre de témoins par rapport à un sujet. Une façon aussi de se décider. Et je trouve que le nombre de témoins concernant une Terre ronde est suffisamment important pour croire que la Terre est bien ronde. Je croyais que vous alliez dire le contraire. En fait. Ouais, mais justement.
Je suppose qu'il y a beaucoup d'observateurs au détroit de Bering qui peuvent voir la côte d'en face. Et par exemple, on a beaucoup de navigateurs qui partent de la Bretagne et qui reviennent de l'autre côté tout en ayant navigué sur la mer. Donc tout ça, je veux dire, autant par exemple concernant les voyages sur la Lune, il y a très peu de vrais témoins, parce qu'en fait tout s'est fait par les médias. Mais concernant la Terre plate, je pense qu'il y a énormément de témoins, et ce serait très difficile, je pense, de biaiser les choses. Alors on pourrait dire qu'il y a très peu de témoins par rapport à la Terre globe. Parce que les gens qui ont vu le globe, il n'y en a pas beaucoup. On a tous vu des images, on a tous vu des photos. Mais les gens qui ont dit avoir vu le globe, ils sont quand même, par rapport au nombre d'habitants sur la Terre, c'est quand même pas terrible. Mais en fait, je comprends ce qui est derrière votre raisonnement, c'est qu'il faudrait que la Terre soit un globe pour faire ces voyages maritimes dont vous parlez. Et je pense que, voilà, vous voulez... Ouais. Je pense que déjà, jadis, les marins naviguaient sur une terre qu'ils pensaient plate aussi. Donc ils naviguaient quand même, ça les empêchait pas d'aller d'un point à un autre. Mais je vois ce qu'il y a derrière votre idée, et moi j'utiliserais pour dire il n'y a pas beaucoup de témoins du globe et de la courbure. Je ne suis pas persuadé, hein, parce que la géométrie de la Terre, on la connaît bien. Je dirais, après, je veux dire, les gens font que c'est bien aller d'un bout à un autre. Donc, vous faites comme ça. Ça peut se passer sur un disque aussi. Sur un plan, ça fonctionne aussi. Oui, mais bon, on ne voit pas. On va prendre une autre question, s'il vous plaît. Oui, je vais répondre. Je pense que je ne vais pas discuter de Terre et plate ronde, parce que ça amène aussi à des schémas très occidentaux, à une réflexion très occidentale. Vous avez parlé de pluridisciplinarité. Je suis quelqu'un qui travaille sur la pluridisciplinarité avec beaucoup de respect pour toutes les catégories qui travaillent sur des sujets. J'ai eu la chance de l'Union soviétique dans les 70, et par rapport à l'Union soviétique, il y a beaucoup d'ouvrages, y compris en français, qui travaillent sur la cosmologie avec des approches psychologiques dans l'espace. Et il y a eu des expériences qui ont été faites et qui servent non pas à connaître de la Terre, mais à connaître les influences qu'il peut y avoir en espace, dans le cosmos. Et à l'époque, ils ont fait des expériences sur les plantes, dans des fusées, enfin dans les cellules spatiales, et la réactivité des plantes à la musique. Il y a des phénomènes. Et c'est des hommages énormes. Parce que les plantes, elles réagissent à l'environnement, elles réagissent à la musique, dans plein de domaines. Et ils ont fait aussi une expérience avec un astronaute, enfin cosmonaute pour l'époque en langage, où les cosmonautes avaient à répondre par dessin à des effets musicaux, et ils devaient dessiner un sujet dont la musique leur rappelait quelque chose sur la planète. Et il y a un cosmonaute qui a fait un dessin, une représentation d'un paysage qu'il ne connaissait absolument pas. Et au retour sur Terre, il se sont rendu compte que ce qu'il avait dessiné, c'était le lieu de vie de son arrière-grand-père. Et ils l'ont vérifié. Donc ça apporte aussi, je crois, dans la réflexion, des sujets qui ne sont pas uniquement que des aspects terrestres, mais comment l'espace, dans l'espace, même autour de nous aujourd'hui, il y a des questions qu'on se pose dont on ne peut pas répondre. Par exemple, la télépathie. Comment se fait-il que ça arrive à tout le monde? Moi, ça m'arrive souvent. On pense à quelqu'un et dans les 5 minutes, il y a l'appel de la personne que vous n'avez pas vu depuis 5 ans.
Et ça, c'est phénoménal. Moi, j'ai un grand-père italien à l'époque, il me racontait des choses vécues en Italie par rapport à ce qui se passait devant lui et qu'il ne pouvait pas s'imaginer. Et c'était de la télépathie. Donc, voilà. Attends, alors, il y a beaucoup de questions. Peut-être Madame Lamort. Oui, juste pour dire que si on se réfère à Philippe Guillemont, tout ce qu'on voit, ce qui existe, ce serait dû à notre conscience collective. Donc c'est une construction de notre conscience collective. Alors après, bien sûr, on peut regarder au niveau matériel, mais il faut aussi regarder au niveau spirituel. Une autre question? Dernièrement, j'ai assisté à une conférence qui était donnée par un physicien et il a dit que dans les mois qui viendraient, c'est-à-dire au printemps, à l'approche de l'été, qu'il y aurait d'énormes révélations qui viendraient un peu contrecarrer ce qui était dit jusqu'à présent. Alors je voulais savoir si la Terre plate rentrait dans ces informations. Peut-être. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même, nous, là, avec les personnes présentes, je dirais que ça fait globalement une dizaine d'années qu'on s'intéresse au sujet. Et ce que j'observe, moi, récemment, c'est qu'il y a un scepticisme par rapport à la conquête spatiale qui prend vraiment une grande ampleur. Et pour moi, ça a été le point de départ pour aller après creuser plus loin. Et effectivement, peut-être qu'on se dirige vers plus de questions sur des choses qui nous sont présentées comme inaltérables jusqu'ici, peut-être.